décrivent l'indépendance de la Banque centrale, qui décrivent la mission unique sur l'inflation. Alors il y a un deuxième point que je n'avais pas vu en 2005, donc j'en avais pas parlé, mais ça m'aurait fait un point supplémentaire dans mon document, parce que c'est absolument majeur, c'est une catastrophe absolue. J'ouvre le point un petit peu seulement, parce que j'y reviendrai, on va développer ce point-là dans la deuxième partie de la soirée. C'est l'abandon de la création monétaire, ce qui est une félonie, c'est une trahison, c'est indéfendable. Je vous mets au défi, Vraiment, et ça m'intéresse, hein, je vous mets au défi de me montrer l'intérêt pour le bien commun, l'intérêt d'avoir abandonné aux banques privées la totalité de la création monétaire. Je vous mets au défi de me montrer que c'est utile pour nous tous. Ce qui s'est passé, alors je vous explique en deux mots. Mais j'y reviendrai après parce que je voudrais que vous compreniez le principe de la mécanique. Les citoyens, pour bien résister, devraient avoir bien compris comment se crée la monnaie et quelles sont et la folie qu'il y a à la créer comme on la crée aujourd'hui, la folie ruineuse, et les alternatives qui nous sont proposées. Qu'est-ce qu'on a à mettre à la place? Parce qu'il y a des tas de choses qu'on pourrait faire autrement. Et ça vaut le coup de le développer. Donc je vais résumer simplement, pour parler juste des institutions européennes. En gros, jusqu'à la loi de 73, jusqu'en 1973 en France, quand l'État avait besoin d'argent pour financer des investissements publics, un hôpital, une autoroute, des voies ferrées, des investissements publics. Quand l'État avait besoin d'argent, qu'il en avait besoin plus que ce que lui donnaient ses impôts, ses ressources, qu'il avait besoin d'anticiper sur l'avenir en empruntant, il pouvait, jusqu'en 73, emprunter auprès de sa banque centrale, c'est-à-dire de lui-même, de nous. L'État, c'est nous, hein, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas un ennemi, c'est nous qui faisons collectivité pour nous protéger contre l'adversité, pour organiser une société pacifiée. L'État, c'est nous, il faut le prendre comme c'est un objet dangereux qu'il faut contrôler, hein, qu'il faut surveiller, mais c'est en même temps un potentiel immense pour organiser des rapports pacifiés. Donc, l'État pouvait emprunter auprès de sa banque centrale, c'est-à-dire lui-même, qui lui créait l'argent et qui détruisait l'argent ensuite au moment des remboursements, je vous expliquerai ça tout à l'heure, et pouvait emprunter sans charge d'intérêt. Quand j'empruntais 100 milliards avant 73, je remboursais 100 milliards. Bon, indexé sur l'inflation, mais en euros constants, mais je n'avais pas de charge d'intérêt. Qu'est-ce qui s'est passé en 73 ? L'État s'est interdit à lui-même, donc nos représentants, les gens qui sont censés nous représenter, qui sont censés défendre nos intérêts, qui sont censés nous protéger contre, ces gens-là ont décidé que l'État ne pouvait plus emprunter auprès de sa banque centrale sans intérêt et qu'il fallait maintenant emprunter auprès des marchés financiers. Les marchés financiers ? Ah, pourquoi ? Je sais pas, il n'y a pas de débat. On n'arrive pas à accéder au débat de l'Assemblée nationale. Si vous le trouvez, ça m'intéresse. Je n'ai jamais trouvé pour l'instant les débats de l'Assemblée nationale, la discussion qui a eu lieu pour dire quel est l'intérêt, qu'est-ce qui justifie qu'on impose que quand l'État a besoin d'argent pour construire un hôpital, au lieu d'emprunter à la Banque centrale 100 milliards et de lui rembourser 100 milliards, il faut qu'il emprunte auprès des marchés financiers, il faudra qu'il rembourse 180 milliards ou 200 milliards suivant les taux d'intérêt. Pourquoi est-ce que les choses vont coûter le double ? Quel est l'intérêt pour vous et moi d'obliger l'État à emprunter non plus auprès de sa banque centrale sans intérêt, mais à emprunter auprès des marchés financiers, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent ? C'est les riches, ça. Les riches et puis les banques, essentiellement. Je suis pas... J'exagère pas, c'est ceux qui vont prêter à l'État, ça va être... Oui ? Ils ne l'ont pas. Comment ? Ils ne l'ont pas. Ils le créent. En plus, ils ne l'ont pas, ils le créent. Oui, c'est ça qui est important. Mais, oui, mais même s'ils l'avaient. Non mais... C'est pire, oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pire, parce qu'en plus, ils ne l'ont même pas. Enfin, les banquiers. Mais les riches qui nous le prêtent, eux, ils l'ont. Mais ce qui est important, surtout, vous avez raison, mais concentrez-vous sur l'essentiel, sur ce que je suis en train de vous dire là, s'il vous plaît. Ce qui change avant 73 et après 73, c'est que quand j'ai besoin d'argent, moi, État,
je dois payer, c'est nouveau, des intérêts. À ceux qui m'ont prêté. À ceux qui m'ont prêté. Et ça peut être des gens de l'extérieur, ça peut être des agents économiques qui sont dans des pays étrangers, qui ont de l'argent, je sais pas, des princes saoudiens, je sais pas, des gens qui ont de l'argent, mais ça peut être des gens chez moi, mais peu importe, c'est des gens à qui je vais payer un intérêt. On pourrait développer sur la dépendance par rapport à des pays étrangers, parce que la France, en fait, aujourd'hui, est très endettée par rapport, une grosse partie de la dette est due à l'extérieur. C'est pas du tout une fatalité, puisque le Japon, lui, a réussi à obtenir cette épargne de ses nationaux, ce qui rend le problème de la dette moins aigu. Mais il ne faut pas que j'ouvre toutes les parenthèses, parce que sinon, il s'est passé quelque chose, à mon avis, de purement scandaleux en 1973, quand ceux qui étaient censés nous représenter c'est pas consenti, ils ont trahi, c'est du sabordage. Quand ils ont troué la coque du bateau de notre budget, en disant maintenant, quand on va avoir besoin d'argent, on va payer des intérêts. Mais c'était pas encore le plus grave, parce que ça, ce qu'une loi avait fait, une autre loi aurait pu le défaire encore. Et un changement de majorité, on pouvait le défaire. Mais ce qui s'est passé avec les institutions européennes, c'est que cette loi de 73 est apparue au moment du traité de Maastricht, article 104 du traité de Maastricht. C'est le même, c'est presque les mêmes mots. Les États ne peuvent pas emprunter auprès des banques centrales. Les banques centrales n'ont pas le droit de prêter aux États. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez que pour un citoyen normal, peut-être que vous avez déjà travaillé le sujet, vous savez, mais pour un citoyen normal, c'est incompréhensible. Quand vous lisez l'article 104, quand vous lisez que la Banque centrale n'a pas le droit de prêter aux États, bon, les États... Est-ce qu'un citoyen peut comprendre ça, s'il n'y a pas un débat public? Est-ce qu'un citoyen peut comprendre la gravité de ce truc? Je ne crois pas, moi. Hein. Je pense que c'est... Je réfléchis, hein, vous faites attention à pas exagérer. Je ne veux pas exagérer. Je n'ai pas besoin d'exagérer parce que c'est suffisamment grave pour que ce soit vous qui soyez révoltés. Je n'ai pas besoin d'être moi-même révolté. Enfin, vous voyez, dans ce que je dis, c'est objectivement révoltant. Ils ont monté, dans l'article 104, ils ont monté l'interdiction pour les États d'emprunter auprès de la Banque centrale à un niveau constitutionnel et international, avec des règles. Peut-être que je devrais parler, le dernier point, c'est le dernier des 10 points, c'est le point des révisions impossibles. Les révisions constitutionnelles au niveau de l'Union européenne sont extravagantes. Il faut 3 unanimités. Unanimité des conventions qui font le texte, unanimité des gouvernements, unanimité des gouvernements qui discutent sur le sujet, et unanimité des parlements ou des peuples suivant les États. Une triple unanimité à 27 pour changer une virgule au texte. À 27, ça va être compliqué. On ne changera pas ces institutions-là. Elles ne sont pas faites pour être changées. Il suffit qu'il y en ait un qui se mette en travers. Et ça n'a pas lieu. Donc il faut garder ça en tête sur chacun des objets, sur chacun des problèmes, là, le chômage institutionnalisé, la création monétaire abandonnée, la dépendance des juges, les ministres qui peuvent écrire les lois sans parlement, tous ces points-là, il faut garder en tête qu'en plus, vous ne pouvez pas le changer. Vous ne pouvez pas dire oui, mais c'est un état intermédiaire, ça va s'arranger, c'est une étape, on va... Non, c'est pas vrai, ça va pas changer, c'est pas vrai, je crois pas ça. Enfin, est-ce que je me trompe, mais ça va... Ça va rester. Ça va rester. Et c'est pour ça que moi j'en suis à un stade où je me dis il faut qu'on s'en aille, parce que c'est un piège qui est parfaitement verrouillé. Je vois toutes les issues bien fermées, et je vois des rouages économiques parfaitement antisociaux, le chômage de masse, les banques qui se goinfrent à prêter aux États, avec des États qui sont obligés de leur emprunter. Pour moi, il faut sortir de ce truc-là. Mais bon... Comment sortir? Ah ben il y a un article, l'article 50, TFUE, sert à sortir. Un État qui veut sortir peut sortir. Mais même, il suffit d'une volonté politique, parce que même quand il n'y avait pas l'article 50, tous les traités du monde ont tous été dénoncés, trahis, abandonnés. Hein, Quelques questions. Oui. Cet État français qui ne peut plus se financer auprès de la Banque centrale, oui. Il a quand même réussi à accumuler 1,4 milliard de dettes. 1500.
1500 milliards. 1500 milliards de dette. Donc, cet État qui n'avait pas de banquier, il s'est quand même mis ça sur le dos. Mais bien sûr, mais c'est la deuxième partie de la tenaille. Alors, Vous voyez bien, deuxième chose, dans toute la période récente, les taux d'intérêt sont à un niveau historiquement bas. Ce n'est pas les taux d'intérêt qui ont plombé la dette. ah ben comment? Alors attendez. Alors, je vais vous répondre. Oui. Enfin, En absolu, je suis votre raisonnement, mais dans la pratique, ce qui arrive récemment, depuis une dizaine d'années, c'est pas du tout ça. Mais si, vous allez voir, parce que vous n'avez pas, je comprends votre objection, mais c'est normal, c'est parce que vous n'avez vu qu'une partie de la tenaille. Je pense que ce qui s'est passé à partir des années 80, un petit peu avant, c'est que l'école autrichienne qui est une école économique, hein, une famille de pensée d'économistes, qui se méfient de l'État au dernier degré, qui sont très libéraux, qui se méfient du Léviathan. Et je les lis ces gens-là, hein, c'est pas du tout, je rejette pas tout ce que disent ces gens-là. Il faut se méfier des pouvoirs. Moi, je me méfie de tous les pouvoirs, y compris du Léviathan, y compris de l'État, bien sûr. Mais en tout cas, ces gens-là ont poussé le bouchon tellement loin dans la hantise du pouvoir de l'État qu'ils tiennent à asservir, au sens strict, asservir l'État à une puissance supérieure qui ne soit pas les électeurs, qui soit indépassable, pour que l'État reste rigoureux. Et cette puissance que pensent les économistes autrichiens, c'est le marché. Donc, il faut soumettre l'État au marché. Et je pense que c'est ça qui se passe depuis 80, c'est-à-dire que nos représentants politiques appliquent depuis les années 80, les recettes, l'idéologie, l'organisation économique qui tenaille le politique dans ce but-là. Mais on n'a pour l'instant parlé que de une pince de la tenaille, qui est l'État, si l'État a besoin d'argent, il ne pourra que l'emprunter moyennant intérêt, auprès des marchés financiers. Mais quand il n'y a qu'une pince à la tenaille, ça ne pince pas. Vous avez raison de souligner, c'est ce que j'allais vous dire juste après, vous avez raison de souligner qu'il a fallu l'endettement pour que la pince se ferme. Il a fallu que l'État dépense plus qu'il ne gagne pour qu'il ait besoin d'argent. Imaginez que tous les ans depuis 1973, vous allez voir, c'est concret, c'est facile. Imaginez que depuis 1973, tous les députés de gauche et de droite aient voté systématiquement tous les ans des budgets en équilibre. Imaginez que jamais une fois, il n'ait dépensé plus que les impôts qui rentraient dans les caisses. S'il y avait une idée pour dépenser plus et qu'on n'avait pas l'argent, on ne le faisait pas. Ou bien on augmentait un peu les impôts, enfin on se débrouillait pour que les budgets soient en équilibre. Imaginez qu'ils aient fait ça depuis les années 80. Vous auriez eu cette règle de la loi 73 et puis l'article 104, mais qui n'aurait rien fait puisque l'État n'a pas besoin d'argent, il a les impôts, il dépense les impôts, il n'a pas besoin d'emprunter, ni à sa banque centrale, ni au marché financier, il n'emprunte pas. Le piège ne se serait pas refermé, il n'y aurait pas de piège, ça n'est qu'une partie du piège. Une partie importante, mais qui ne va qu'avec... Elles vont ensemble. Les deux pinces de la tenaille vont ensemble. Et l'abandon de la création monétaire, c'est-à-dire l'interdiction d'emprunter auprès des États, donc moi, État, je ne peux plus créer la monnaie dont j'ai besoin, ça ne suffit pas à créer ma dette. Ça fait que si j'ai une dette, elle sera tenaillante, mais ça ne suffit pas à créer ma dette. Et alors, ce qui s'est passé, vous avez raison de le souligner, ce qui s'est passé, c'est pas ce que j'ai dit là, c'est-à-dire que à partir des années 80, à partir de 73, à partir de 73, le budget de 74 a commencé à être en déséquilibre. Et ils ont tous été en déséquilibre depuis. Et pas en déséquilibre de n'importe quoi, en déséquilibre du service de la dette. C'est peut-être une coïncidence. Mais c'est une drôle de coïncidence quand même. C'est-à-dire que depuis 1973, le budget primaire de l'Assemblée de la France, c'est-à-dire sans la dette, sans le service de la dette, le service de la dette, c'est le remboursement des intérêts. Le budget primaire est équilibré, grosso modo, à pas grand-chose près, il est équilibré. Et le déséquilibre de nos budgets depuis 1973, il est équivalent au service de la dette qui n'arrête pas d'augmenter. C'est-à-dire qu'on ne rembourse pas avec des impôts les intérêts de la dette, on emprunte à nouveau pour payer les intérêts, on emprunte à nouveau pour payer les intérêts de la dette. Mais on les paye les intérêts. Et il y a des gens qui ont intérêt à ça. Ceux qui perçoivent les intérêts, eux, ils ont intérêt. Nous,
Nous n'avons pas pris sur les impôts ce qu'il fallait pour rembourser cette dette, et par contre nous empruntons, et le déséquilibre de nos budgets correspond exactement au service de la dette. Enfin exactement, c'est les ordres de grandeur. Depuis 1973. Et c'est ça qui s'est passé. C'est-à-dire que depuis 1973, il y a la deuxième pince de la tenaille, des budgets en déséquilibre, une dette qui grossit, qui fait que j'ai besoin d'emprunter, et je ne peux pas créer la monnaie dont j'ai besoin d'emprunter, et là on en est à un stade, regardez les faits. Nous en sommes à un état de dépendance au marché financier, c'est-à-dire aux riches, mais pas aux riches. Nous sommes tous riches par rapport à des gens plus pauvres que nous. Je ne vous parle pas des riches, je vous parle d'une toute petite partie de la population qui est ultra riche, principalement des banques d'ailleurs. Regardez le niveau de servitude de nos États par rapport... Enfin, si vous ne le voyez pas aujourd'hui, là, c'était plus difficile à démontrer en 2006, en 2007. En 2011, ça se voit, non? Deux, trois, vous me faites sursauter depuis le début. C'est très bien. Enfin, c'est très bien, c'est vraiment des choses. Si on revient sur ce qui s'est passé en 1973, l'objectif quand même, c'était pas la perversion, l'objectif c'était que les États ne fassent pas trop de bêtises, ne fassent pas trop de déficit. Deuxième chose, ce qui était prévu, c'est que les États s'endettent pour faire des investissements, comme les entreprises. Oui. Quand une entreprise s'endette pour investir, il y a un retour sur investissement. Et avec le retour sur investissement, on rembourse son prêt et on paye ses intérêts. Oui. Si on ne fait pas des investissements judicieux, il n'y a pas de retour. Oui. Le problème qui est en cause, c'est la gestion budgétaire, beaucoup plus que le financement sans taux d'intérêt. C'est ça le... Mais si c'était l'objectif, c'est l'objectif annoncé. Vous avez raison, c'est ce que disait Giscard d'Estaing. Quand André Jacques a posé la question à Giscard d'Estaing lui a répondu en lui disant c'était ça l'objectif. Mais je vous fais remarquer que à partir de 1973, c'est exactement le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire que on nous annonce, on abandonne la création monétaire privée pour qu'il n'y ait plus de déséquilibre, et à partir de cette année, commencent à apparaître des déséquilibres. Attendez, de qui se moque-t-on? Ce qu'il faut chercher, c'est la cause première, c'est bien ce que vous avez dit au départ. La cause première, c'est une mauvaise gestion budgétaire. Bon, deuxième point sur les riches. Les ultra-riches. Les ultra-riches, il y en a des concours, bien sûr, il y a des riches. Et si vous regardez qui intervient sur les marchés financiers, la détention par des ménages, elle est très faible. Très faible. Elle est très faible. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, qui sont les riches? Ce sont tous les Français qui ont des assurances-vie, qui ont de l'argent dans les SICAV, et ceux qui ont aussi un compte en banque, puisque la réglementation bancaire oblige à détenir des obligations d'État, des obligations souveraines. Oui. Et ça, c'est une obligation, oui. Une contrainte. Donc, c'est tous les agents économiques qui sont concernés. Oui, mais c'est pas moi qui l'invente. C'est Plion, un spécialiste de la Banque de France, qui souligne que le plus gros de la dette publique est prêté par les banques. L'acteur principal et de très loin qui prête aux États, ce sont les banques. Vous avez raison, il n'y a pas que les banques. Et dans la dette publique, tous les gens qui prétendent que nous devrions répudier la dette, c'est une folie par rapport, vous avez raison, par rapport à tous ces acteurs qui ont prêté aux États, qui ont mis toutes leurs économies, leurs retraites. Mais bien sûr, mais c'est pas ça que je dis. Je dis que dans les acteurs qui prêtent aux États, il y a des acteurs considérables qui sont en train de devenir de plus en plus grands, de plus en plus gros, de plus en plus dominants par rapport à la puissance politique. Mais enfin, vous ne voyez pas la puissance de Goldman Sachs par rapport au gouvernement américain? Vous ne voyez pas la puissance des banques européennes par rapport au gouvernement européen? Le fait que on nous dit tous les jours qu'on n'a pas d'argent, qu'on ne peut pas créer d'argent, et que pour sauver les banques, on trouve plein d'argent, et à ce moment-là, c'est plus inflationniste, on en trouve, et sans aucune contrepartie, monsieur, sans aucune contrepartie, c'est-à-dire... Alors, c'est totalement faux. Mais pourquoi est-ce faux? Alors, quel est le montant que l'État a prêté aux banques françaises aujourd'hui?
Alors, il a prêté et il en a récupéré même un peu plus. Il a récupéré plus que l'argent qu'il avait. L'État a prêté aux banques françaises et a récupéré plus, puisqu'il avait un fort taux d'intérêt, c'est quelque chose comme 7%, il a récupéré plus. Mais c'est pas ça le coût de la crise, monsieur. Le coût de la crise, c'est une économie dévastée. Dévasté, et ça c'est bien, et les États se ruinent là-dessus, les États se ruinent parce que les recettes rentrent moins, parce que l'assistance augmente, et ça les banques, elles ne veulent pas en entendre parler, pourtant elles en sont directement responsables. Le vrai coût de la crise, c'est pas, vous avez raison, en France on a moins couvert d'or public les banques que ne l'ont fait les banques américaines, mais le coût de la crise, il ne se limite pas pas du tout à l'assistance directe aux banques. Je suis d'accord avec vous, je ne dis pas qu'il n'y a pas de crise et qu'il n'y a pas des dépenses sociales affreuses. Je ne dis pas ça. Je dis simplement, vous ajoutez l'épouvantail des banques en ce qui concerne des milliards qui ont été prêtés, qui ont été remboursés à des taux d'intérêt très élevés, beaucoup plus élevés d'ailleurs que ce que paye l'État. Hein. Bon. Encore heureux. Elle les a remboursés comment? Elle les a remboursés comment? On leur a prêté l'argent là pour qu'ils puissent sortir certaines entreprises de la mouise. Et c'est parce qu'elle a fait la banque. Elle a sorti aucune petite entreprise de la mouise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé la Grèce. C'est pour ça qu'elle a remboursé. Les banques ne prêtent plus à l'économie. Depuis plusieurs années, les banques ne prêtent plus à l'économie. Les PME n'arrivent pas à trouver d'argent. Non, mais on a un vrai problème. Enfin, vous voyez bien, les gouvernements en parlent entre eux. Enfin, excusez-moi. Excusez-moi, je peux vous poser une question. Ça sert à quoi l'économie? Ça ne sert pas normalement à servir les gens. Ça ne sert pas à servir le pays. Alors, à quoi ça sert pour faire des dettes? Pourquoi il y a des intérêts? Pourquoi ils ne prennent pas comme ça? Pourquoi on a besoin d'argent? Non, mais il faut prendre une question à la fois, une question. Je veux dire, c'est n'importe quoi, parce que l'économie actuelle, c'est n'importe quoi. On parle de chiffres, on parle de trucs, mais ça ne fait pas pousser les ventes, ça ne fait pas des maisons, ça ne fait rien du tout. Vous avez l'impression que les banques ne sont pas influentes sur la politique et qu'elles se... Vous ne sentez pas la pression des banques pour leur intérêt contre l'intérêt général? Vous ne sentez pas ça, ni en Europe, ni dans le monde? Je vous parle de la France. En France, vous ne sentez pas que les banques... Aux États-Unis, vous avez des banques d'affaires qui ont... Oui. Et pas en France? En France aussi, là. Oui, en France aussi, toutes nos banques sont devenues des banques d'affaires aussi. Hein. Des banques universelles. Voilà, donc, oui, qui mélangent tout, absolument, mais qui sont donc aussi banques d'affaires. Juste sur les banques. Quand elles écrivent... Non, mais... Non, sur le débat des banques, il y a deux débats, je pense. Il y a la financiarisation, la monétarisation par rapport aux banques, et surtout le business qui est fait actuellement par les banques et une partie des banques sur les marchés financiers. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un crack financier, derrière, il y a quelqu'un qui va l'emporter. Quand on voit les banques, aussi bien les banques françaises, sont aussi présentes un peu partout. Et on voit l'intérêt que la France a par rapport à la Grèce. Hein. La Grèce, c'est que l'exposition des banques françaises en Grèce est assez phénoménale, en fait. Hein. Ils ont entretenu une grosse partie de la dette grecque. Et c'est ça qui compte, c'est aussi ça. Je pense, dans les banques, il y a deux choses, c'est ça. Les banques françaises ne financent plus les petites PME, mais derrière, elles financent, quand on voit les fonds d'investissement, ce que disait monsieur, les 3/4 des gens sont dans les fonds d'investissement, c'est vous, nous. Aujourd'hui, dans cette salle, plus de 80% des gens, sans se rendre compte, ce que vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, financent le système monétaire comme il est aujourd'hui avec des SICAV. On voit que la France est deuxième ou troisième pays au monde en termes de déplacement en OPC au monde. Donc c'est-à-dire qu'on finance, et quand on voit les taux d'intérêt, aussi bien le taux grec c'est à peu près 10%, hein, c'est à peu près 10% grec, les Italiens c'est 7 à 8%. Je parle des fonds obligataires, hein, en termes de fonds obligataires, je parle de ça. Et c'est vraiment cette séparation qu'il faut faire et qu'on ne fait plus malheureusement parce qu'on est devenu des banques universelles. Oui, absolument. C'est la fin du Glass-Steagall Act. Monsieur, est-ce que vous êtes au courant du projet c'est imminent, du projet de MES, du projet de fonds, de cagnotte incroyable Le mécanisme européen de stabilité? Oui, enfin c'est plus que ça, c'est le MES.
Le MES, c'est le... Si, c'est celui qui a démarré en 2013. C'est pas le FSF, c'est le... Non, c'est le MES. C'est Oui. le mécanisme européen de stabilité qui doit prendre la suite. Mécanisme européen de stabilité. Fonds Voilà. européen Qui est de à... stabilité financière. Qui est la suite, voilà. Oui. Et est-ce que vous connaissez les modalités? Est-ce que vous l'avez lu, le traité? C'est un projet de traité. Ce projet de traité, il a été écrit en anglais, il a été traduit dans toutes les langues, donc il a été traduit en français, et il n'est pas disponible en français ni sur le site de l'Union européenne, ni sur aucun site. C'est-à-dire que c'est les citoyens qui sont en train de le traduire, on vient de le traduire là. Mais ça se lit en anglais, hein, c'est pas de l'anglais très compliqué, ça se lit. Et bon, j'ai pas de document là-dessus, hein, mais j'en aurai bientôt, parce que là, c'est le fin fond du bout de la révolte. C'est-à-dire que sur le détail du traité, les conditions d'organisation des prêts aux banques de centaines de milliards, sans condition, sans aucune condition, monsieur, avec des gens qui prennent des décisions, ce ne sont pas des gens élus, sans contrôle des élus, protégés par une immunité judiciaire à vie de tout ce qu'ils ont fait et feront pour toute leur vie, une immunité judiciaire de tout ce qu'ils font. Je ne connais pas de personne qui ait lu ce projet sans être stupéfait en disant « mais qu'est-ce qui est en train de se passer là ?» Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre, me dire ce qu'il en est? L'idée est de permettre aux banques de réclamer des tombereaux d'argent aux États, et donc à nous, au contraire, parce qu'après ça, il faut le payer, des tombereaux d'argent à la demande, sans avoir besoin de le justifier, et sans qu'il y ait aucun mécanisme de régulation autre que les banques elles-mêmes. Est-ce que vous pouvez me contredire ou préciser le sujet? Mais vous savez, moi j'y vois, c'est la suite logique, c'est-à-dire que ça devient de plus en plus rapace, prédateur. Hein. Je suis surpris de votre surprise, mais ça m'intéresse. Hein. Vous savez beaucoup de choses parce que... il y a le projet. Et pourquoi il n'a pas été publié en français? Voilà. Finalement, le contenu du projet est en train de se négocier en ce moment. Hein. C'est aujourd'hui, c'est demain et c'est la semaine prochaine. Justement, l'un des problèmes, c'est quelles sont les missions que l'on peut confier au Fonds européen de stabilité financière. C'est ça la grande question. Est-ce que ça permet de financer la Grèce? Et si ça finance la Grèce, est-ce que ça finance les obligations primaires? Est-ce que ça permet de financer les obligations secondaires? Ce que la Banque centrale a fait, sans tout à fait avec a sollicité les textes, a sollicité ses statuts, parce que effectivement, Jean-Claude Trichet n'aurait normalement pas pu acheter des obligations sur le marché secondaire. Jamais il aurait pu, bien sûr. Ouais. Donc, aussi, c'est une des réponses. Si vous voulez, quand les circonstances parlent très fort, c'est ce que disait De Gaulle, les procédures comportent une flexibilité considérable. C'est pas seulement un militaire, il connaissait un peu la politique. C'est bien ce qui s'est passé, ça a sauvé des meubles. Donc, ce qui est en train de se négocier... les meubles des banques. Non. Eh ben, on dirait que c'est deux poids deux mesures quand même. C'est-à-dire que quand c'est pour les peuples, on n'arrive pas, et quand c'est pour les peuples, on n'y arrive pas. Si les banques sautent, vous allez voir ce qui va se passer. Enfin, j'espère qu'on verra pas. Non mais, est-ce que vous imaginez que les banques... Est-ce qu'on pourrait prendre le contrôle? Est-ce que nous pourrions prendre le contrôle des banques à l'occasion de leur sauvetage? On les sauve, mais... Ok, mais maintenant c'est nous qui allons prendre le contrôle. Ça vous paraît révoltant, ça, que le contrôle devienne public des banques? Ce que je souhaite, c'est que les banques soient dirigées par des gens compétents. Voilà, non mais... Excuse-moi, je trouve particulièrement délicat, c'est-à-dire que ce que vous faites, c'est que vous faites une présentation et vous nous proposez une grille de lecture par rapport à la Constitution européenne, aux institutions européennes. Or, c'est très très facile, comme ça, en 2 coups de cuir à vous dire, bah ouais, ce que vous dites, c'est des conneries, comme l'a fait monsieur, non, sous prétexte qu'on n'est pas d'accord, c'est très facile de balayer l'argumentation. En octobre 2008, quand éclate le gros de la crise des subprimes aux États-Unis, et qu'à ce moment-là, il y a Dexia qui commence à avoir des problèmes, la BNP, Paribas, le Crédit Agricole pour les banques françaises commencent à avoir des soucis, tout de suite, ils se sont tournés vers les États en disant «
prêtez-nous, on a besoin d'argent là tout de suite en octobre 2008. C'est très facile après de refaire l'histoire et de dire, très vite d'ailleurs, dès 2009, dès le premier semestre 2009, on va tout de suite re-rembourser dès qu'on aura récupéré par le jeu de la spéculation, on va rembourser très très vite pour que surtout pas l'État se mêle de nos affaires. Mais, alors, même si un État souverain n'aurait prêté que finalement une somme très très faible à ces banques en octobre 2008, si à ce moment-là les États n'avaient pas été là, ces banques auraient fait faillite. Il n'y aurait plus BNP Paribas, il n'y aurait plus Crédit Agricole, Dexia, c'est le dernier exemple en date, 6 milliards, ça a été refourgué, donc on a organisé la liquidation, ça a été refourgué aux deux dernières banques publiques qui restent, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque Postale, anciennement la Poste, qui sont les deux dernières banques publiques qui restent. Et maintenant, ces banques-là vont se récupérer les prêts pourris avec des taux variables qui ont été souscrits à l'époque par les collectivités françaises. Donc c'est un peu gros de dire, et tous les arguments que vous avez donnés sont absolument justes, sont absolument corrects. Le fait que, pendant les 30 glorieuses, il y avait une inflation, elle ne posait pas de problème parce qu'il y avait une indexation sur les... C'est de la politique. Dernièrement était passé sur France Inter, une émission de Daniel Mermet, sur un reportage sur Francfort, capitale, où on voit bien que sous couvert de choix économiques, on fait des décisions politiques. Bon. Donc il faut arrêter de démonter une argumentation historique. Pareil, le Glass-Steagall, bien séparer la banque de l'État et la banque de spéculation. Et aujourd'hui, on en arrive à un point où non seulement les banques ne prêtent plus et n'investissent plus dans les économies réelles, elles se comportent comme des prédateurs. Donc moi, j'invite monsieur vraiment, j'ai plein d'ouvrages là-dessus aussi, je me passionne pour l'économie depuis longtemps. Tout ce que dit monsieur Chouard actuellement est vérifiable et est juste. Maintenant, on peut, comme ça implique tous les secteurs de la vie tout court, ça implique la politique, ça implique l'histoire, les choix politiques, économiques qui ont été faits, en gros, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est très facile, comme ça, d'un revers de main, dire ce que vous dites, c'est des conneries, de prendre l'air effarouché et de s'en aller. Non. Ce qu'a dit M. Chouard, actuellement, tout est juste. Sur l'aide des banques, je voudrais souligner aussi que, vous vous souvenez, vous pensiez tout à l'heure à l'aide qui avait eu lieu en 2008 dans l'urgence et que les banques ont remboursé rapidement. Mais vous vous souvenez que depuis, la Banque européenne, encore aujourd'hui, achète par tombereau des titres totalement pourris qui ne valent absolument rien et elle les achète au prix fort. C'est-à-dire qu'on achète la Banque centrale, notre Banque centrale, nous sommes en train aujourd'hui de créer de la monnaie en très grande quantité, donc de créer des euros, pour que les banques ne coulent pas parce qu'elles ont pris trop de risques. Elles ont pris trop de risques. Le système, quand on parlera de la création monétaire et de l'organisation et du lien qu'il y a entre cette création monétaire trop facile pour les banques privées avec les crises, je m'aperçois que j'ai oublié d'apporter le bouquin de Juglar. Juglar, qui est un des économistes préférés de Maurice, avait montré la corrélation étroite, statistique qu'il y a entre une création monétaire débridée par les banques privées, une création monétaire débridée qui conduit les acteurs à prendre trop de risques, parce que on prend plus de risques quand on joue avec de l'argent qui n'est pas le sien, qu'on a emprunté, qu'on sait qu'on va rembourser en faisant de la cavalerie, on prend trop de risques, et comme les armes ne montent pas jusqu'au ciel, ça finit par se casser la figure à tous les coups. Et le Juglar a montré une corrélation étroite, passionnante, très intéressante, confirmée par d'autres économistes comme Galbraith, entre la création monétaire des banques privées débridée, et qui, je crois, ne correspond pas à l'intérêt général, ce droit que les banques privées ont obtenu de nos États, de longue date, depuis 1592, ça fait 300 ans, plus de 300 ans, que les banques privées, qui étaient les plus gros commerçants à l'époque, en prêtant aux princes qui en avaient besoin pour faire leur guerre, l'argent que les princes ne savaient pas encore créer, les banquiers avaient compris comment créer l'argent, mais les princes ne l'avaient pas compris, et donc les princes dépendaient de ces banquiers et leur empruntaient de l'argent et ont consenti la création monétaire aux banques privées. Mais donc on peut comprendre ce qui historiquement a permis aux banques privées de capter ce pouvoir essentiel de création monétaire, mais
de proche en proche, ça leur a donné une puissance qui est, je pense, dangereuse pour les personnes physiques. Je pense qu'ils deviennent trop forts, plus forts même que les États, et je pense que c'est dangereux pour nous. Il me semble que vous parlez de la compétence vous parlez de la compétence nécessaire de ceux qui dirigent les banques, je suis bien d'accord avec vous, mais je n'ai pas l'impression que ceux qui tiennent les banques et donc qui sont vraiment aux manettes aujourd'hui des banques privées, je n'ai pas l'impression qu'ils aient fait la preuve éclatante de leurs compétences. Et que donc on pourrait faire l'essai en les sauvant, en les abreuvant de milliers de milliards, en rachetant leurs titres pourris au prix fort. C'est quand même c'est beaucoup d'argent, ça. Oui, aujourd'hui, ce sont les titres, ce sont les obligations d'État. Mais pas seulement, tous les problèmes, tout ça, non, mais pas seulement. Et puis les obligations d'État qui deviennent pourries parce que les banques spéculent contre elles, et puis parce qu'on oblige les États à payer un intérêt. La Grèce, si elle n'avait pas besoin... Enfin, la Grèce n'a besoin de payer ses 20% de taux d'intérêt farfelus, elle a besoin que parce qu'elle s'est contrainte à passer par les marchés financiers pour payer sa dette. Mais ce n'est pas une fatalité, ça. C'est le résultat d'une politique, d'une tenaille qui sert à étrangler les États. Mais quel intérêt avez-vous, à ce que l'État soit étranglé? Je ne comprends pas. Je comprends l'intérêt que les banques ont intérêt à ce que l'État soit étranglé, mais nous, les citoyens, je ne comprends pas. 3 questions de la salle pour... Je voulais vous poser une question. Et si on ne payait pas la dette, si on la remboursait pas, qu'est-ce qui se passerait? Il y a quelque chose de très grave, il ne faut pas faire ça comme ça. Parce que eux qui l'ont fait. Oui. Eux, on n'est pas obligé de payer. Vous savez, quand je suis à découvert, je ne demande pas à eux de me payer. Hein. Absolument. Non, mais il y a une solution intermédiaire entre payer intégralement la dette et la répudier complètement. Monsieur, c'est pas nous. Attendez, il y a des tas de gens qui ont prêté aux États, qui sont des gens comme vous et moi, qui ont mis de côté leur retraite, qui ont leurs économies, qui sont des gens qui sont tout à fait des gens normaux et qu'il faut absolument respecter. Vous pouvez, si vous répudiez complètement la dette, vous voleriez ces gens-là, et ce serait un excès n'en justifie pas un autre, une injustice n'en justifie pas un autre. Il faut trouver quelque chose qui permette de respecter ceux qui sont respectables, et puis les gredins qui jouaient au casino, et qui jouent au casino depuis des décennies quand même, hein, et qui se goinfrent au dernier degré. Ceux-là, on peut imaginer de répudier leur dette sans que ce soit une catastrophe, il me semble. Je pense qu'il peut y avoir un traitement différencié du remboursement de la dette. Et d'autre part, la récupération de la création monétaire, tout en sachant parfaitement qu'il ne faut pas créer trop d'argent. Je sais bien ça, hein, j'ai énormément travaillé là-dessus, je sais qu'il ne faut pas créer trop d'argent. Mais le fait de récupérer la création monétaire, donc de se donner une marge de manœuvre nouvelle, c'est de l'ordre de 5% du revenu national, donc du PIB. C'est les chiffres de Maurice. C'est un ordre de grandeur. Récupérer la création monétaire nous dispenserait d'une dépense inutile de l'ordre de 5%. Et donc cet argent-là qui serait à nouveau disponible, qui serait à nouveau finalement le droit de seigneuriage de la création monétaire, permettrait de rembourser progressivement la dette assez rapidement. Sur 10 ans ou 15 ans. Oui, mais c'est politique. C'est juste politique. Il suffit de reprendre... C'est en cours de négociation, c'est ce qui oppose les Français aux Allemands, à peu près. Ah ben non, enfin, je n'ai pas entendu ça dans les négociations du tout. Les négociations aujourd'hui sont faites entre les banques. Les accords de Bâle sont signés par des banquiers, uniquement des banquiers, monsieur. Les accords de Bâle, c'est transformer le FSF en banque. Oui, mais qui négocie ça? Et qui négocie ça? Les banques. Et c'est pratiquement que des banques et des gouvernements. S'il vous plaît, j'aimerais repartir à la cause des causes. L'intérêt, la création monétaire. On parlait de la création monétaire de l'État pour lui-même. Mais il y a aussi la création monétaire de la banque qui crée de l'argent pour prêter aux entreprises et aux particuliers. Mais l'État devrait reprendre ça à son compte. Pourquoi l'État ne créerait pas d'argent pour prêter lui-même aux entreprises et aux particuliers? Si l'État crée l'argent pour prêter aux entreprises et aux particuliers avec intérêt, il n'a plus besoin de payer des impôts. On repart au fondamental. Oui, c'est ce que... Que la banque prête l'argent qui lui est confié. Vous confiez vos économies à la banque, elle vous prête, elle vous sert un intérêt. La banque prend sa commission et touche des intérêts plus forts. Mais si le surplus, actuellement, la banque crée l'argent qu'elle prête
il n'existe pas. Nous sommes bien d'accord? Oui, absolument. Si l'État créait l'argent, disait c'est fini, les banques ne créent plus l'argent. L'État crée l'argent. Et l'État prête l'argent. À équivalence avec les banques, on n'aurait plus qu'à payer l'impôt. C'est 100% monnaie. C'est ça? Oui, absolument. Alors le problème, il faut partir à la cause des causes. Qu'est-ce que c'est que l'argent? On est bien d'accord? Oui, fondamentalement, il y a un problème. Tout au fond, il y a un problème. Le système des réserves fractionnaires et de la possibilité pour les banques privées de créer la monnaie qu'elles prêtent à l'occasion du crédit est contestable. Vraiment contestable. Et coûteux pour la collectivité. Les religions sont contre ça. Elles sont contre. Et pas aux fondamentaux. On trouve de tout dans les textes. Hein. Les textes religieux, on trouve ça et son contraire. Donc on trouve les deux. Et notre question ici? Il y a des parties de la Bible qui défendent pré-intérêt. Donc il y a les deux. Je n'ai pas une question, mais simplement une remarque de forme. Moi, je pense que ce serait agréable si vous poursuiviez votre exposé tranquillement et que vous sortiez du ping-pong avec tel ou tel participant dans la salle, parce qu'à force de jouer au ping-pong, ça devient de plus en plus rapide, de plus en plus affectif, et aussi de plus en plus technique, et moi, en tant que non-spécialiste, je risque de n'y comprendre plus grand-chose. Ouais. Ok. Alors, juste, il y a une dernière question. Ok. Je me permets, avant d'aller sur le fond, je me permets quand même de répondre à l'intervention précédente. J'ose espérer qu'on n'est pas dans une logique de débat de spécialistes, d'autant plus qu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, beaucoup ici défendent le tirage au sort, donc ce qui est quand même à l'encontre d'une spécialisation et une interactivité dans le débat. Je pense que c'est quand même important, sinon on reste dans un cadre scolaire, moi je vais m'ennuyer, et surtout quand c'est long, parce qu'apparemment on est parti sur plusieurs étapes. Entendre quelqu'un parler 2 heures de façon très scolaire, moi je vous avoue que ça m'emmerde, et je trouve pas ça intéressant. C'est plus intéressant quand ça réagit. Cela étant dit, maintenant sur le fond du sujet, bien sûr, et je réponds à un avis qui a été exprimé, au même titre que j'ai permis à la personne de l'exprimer. Je l'ai écouté de façon très démocratique. Donc je me permets d'exprimer le mien également de façon très démocratique. Merci. Sur le fond du sujet, il y a quand même quelque chose qu'on n'a pas abordé et qui m'intrigue. C'est tout d'abord créer de l'argent. L'État, il peut pas arriver. Même l'État avant 1973 ne pouvait pas arriver comme ça et faire tourner la machine à billets. On crée de l'argent en fonction de la richesse qu'on produit, je suppose, où il doit y avoir un mécanisme. J'aimerais bien qu'on me l'explique. En second lieu, là où est-ce que je voudrais aller, c'est qu'on ne discute pas, quand même, du plus important, c'est-à-dire de la production de la richesse, à qui appartiennent les outils qui produisent cette richesse, et comment qu'on la répartit. On parle des banques. Les banques, elles prêtent pour qu'on dispose d'un outil de travail, et en utilisant cet outil de travail, on rembourse les banques. Grosso modo, c'est ça, non? Où j'ai raté un épisode dans le schéma. Et moi, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'on n'aborde pas cette question, qui est à mon sens fondamentale, et qui pose ensuite la question du problème démocratique. Parce que c'est là qu'il y a un souci, c'est si les financiers s'affranchissent des règles collectives et que les ministres et ceux du pouvoir leur permettent de le faire, c'est qu'ils ont quand même des intérêts communs, et que ces intérêts communs sont contraires à ceux des travailleurs, à ceux qui produisent la richesse, dont eux bénéficient et que eux nous soutirent. Et cette dualité-là, tant qu'elle ne sera pas réglée, moi je pense que toutes les propositions que vous, dans votre petite checklist que j'ai lue avec beaucoup d'attention, seront inefficaces. Elles n'adviendront pas. Elles n'adviendront pas. Donc, dans votre schéma que vous exposez depuis le début, me semble approprié dans le cadre du système qui existe actuellement, celui d'une économie de marché, qu'elle soit libéralisée ou social-démocrate, ces différentes orientations qu'elle peut prendre,
mais on reste sur la logique de l'économie de marché. Et tant qu'on ne cassera pas cette logique d'économie de marché, ben moi je pense qu'on ne pourra pas aller vers une démocratie, puisque ceux qui ont le pouvoir, ils se donnent même des outils pour réprimer. Hein, il faut voir, c'est quand même terrible ce qui se passe. Quand on va en Tunisie, ce qui s'est passé pendant la Révolution, pour en parler, on a reçu un copain cette semaine, c'était émouvant. Quand on voit en Grèce, en Espagne, tout ce qui se passe, les répressions du mouvement social en France aussi, ça existe. Hein. Quand on voit comment on réprime les copains de Continental qui ont perdu leur boulot dans une pure logique de spéculation de cette entreprise, puisque c'est une entreprise qui fait des bénéfices. Et c'était une boîte qui était, Continental Clairoy, c'était spécialisé et le site n'était pas déficitaire en lui-même. Donc on touche quand même à un sujet, voilà. Moi j'aimerais bien qu'on débatte un petit peu de cette question-là. Merci. Etienne ? Alors, pour ma part, bon, j'ai mon avis sur la question, mais je préfère pas trancher, il n'est pas intéressant, en tout cas ça n'a pas d'intérêt de savoir si je suis pour ou contre l'économie de marché. Je pense que c'est aux gens de décider, c'est au peuple de décider quel est le régime qu'il préfère, après en avoir débattu de façon non démagogique, enfin en évitant les pièges démagogiques, puisqu'il va y avoir probablement des orateurs brillants qui vont essayer de fausser l'opinion en trompant les gens. Donc, à mon avis, le choix de société qui consiste à décider comment sont répartis les droits sur les moyens de production, ce choix de société-là fait partie des décisions politiques qui devraient revenir aux gens eux-mêmes, au peuple lui-même. Mais je n'ai pas besoin de trancher cette question-là pour vous donner une réponse qui, à mon avis, est plus forte, parce qu'elle va traiter non seulement ce problème-là, mais bien d'autres problèmes, bien d'autres injustices sociales. Mais je ne peux pas ouvrir trop grand la parenthèse, parce que j'ai gardé les meilleurs pour la fin, j'ai gardé cette partie-là comme je crois la partie la plus intéressante de ce que j'ai découvert. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une vraie démocratie, comment ça fonctionne, et comment ça s'institue, comment ça se protège, et comment on fait pour concrètement y arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour y arriver? Bon, si vous voulez, on peut commencer par ça, et puis on parlera de la monnaie après. Moi, a priori, je ne suis pas... Si vous préférez qu'on en parle dans cet ordre-là, je veux bien. Mais dans l'ordre logique, puisque c'est... après avoir bien étudié nos différentes impuissances et la façon dont ces impuissances ont été instituées, c'est après les avoir bien étudiées qu'on pourra bien comprendre l'intérêt d'une vraie démocratie, parce que vous allez voir que quand une vraie démocratie, ça devrait nous permettre de régler, c'est étonnant, hein, c'est de régler, peut-être pas tous, mais un très grand nombre des problèmes auxquels on est confronté. Alors, pour reprendre le fil de ce que je disais, je vous parlais de l'Union européenne et je vous parlais d'une dizaine de points. L'abandon de la création monétaire aux banques privées, donc avec l'article 104 de Maastricht, a été obtenu, je pense, par dol, c'est-à-dire par tromperie. C'est-à-dire que, moi je me souviens, j'ai voté oui au traité de Maastricht, et je ne connaissais pas l'article 104. Il n'y a pas eu de débat sur l'article 104. Il n'y a eu aucun débat public. Et de la même façon que dans les institutions de Maastricht, il y avait également l'indépendance de la Banque centrale, il y avait également sa mission anti-inflation et donc chômagène. Et on n'a pas eu de débat là-dessus du tout. On nous a parlé de l'euro, on a beaucoup parlé de l'euro. Et l'euro, c'était bien défendu, ça paraissait jouable. Et c'est là-dessus, enfin moi j'ai le souvenir d'avoir voté oui là-dessus. Et quand j'étudie le traité de Maastricht, les institutions après coup, j'ai l'impression qu'on m'a conduit à voter oui en me cachant des rouages extrêmement dangereux, des rouages extrêmement problématiques dans ce qui est devenu ensuite la partie 1 du TCE.
la plupart des résistants de gauche et de droite, la plupart des résistants aux institutions européennes travaillaient sur la partie 3. Et les politiques économiques étaient contenues dans la partie 3. Et moi, je me bagarrais surtout sur la partie 1, c'est-à-dire sur des impuissances politiques programmées qui permettait la confusion des pouvoirs et l'impuissance politique des citoyens. Et la confusion des pouvoirs dans des proportions considérables. C'est-à-dire que nos élus n'ont pas de pouvoir et ceux qui ont le pouvoir dans l'institution européenne ne sont pas élus. Il me semble que, et ça c'est programmé dans la partie 1, il me semble que ça méritait débat. Le fait que ça n'ait pas eu lieu me conduit à penser que les institutions européennes sont illégitimes. Alors, dans les points dont je voudrais vous parler, parce que je sais que vous n'en entendrez pas parler si je ne vous en parle pas, il y a ce que j'appelle les lois sans parlement.